d'introduction, c'est de rappeler le Grand Est de la France, qui a été marqué par des systèmes fortifiés multiples, qui sont révélateurs des relations tendues, guerrières menées entre le Royaume de France, si on remonte à l'époque moderne, et les États allemands, le Saint-Empire germanique, jusqu'aux guerres contemporaines entre France et Empire allemand, qui a amené, vous pouvez d'ailleurs, à faire évoluer des systèmes de fortification, puisque les frontières ont évolué forcément, et notamment avec l'annexion de l'Alsace et la Moselle en 1871. Donc ici, c'est un rappel, on va voir comment la frontière a évolué entre 1870-71 et 1940, et voir qu'à chaque coup, en fonction de ces évolutions des frontières, on a été amené à bâtir des systèmes fortifiés. Alors là, nous sommes clairement dans les systèmes fortifiés français, puisque notre thématique longue s'inscrit dans la fortification serrée de rivière à Maginot, mais on voit très bien comment, du fait des séjournements frontaliers, on a pensé de nouveaux systèmes fortifiés. Notre expo va se centrer sur deux époques, évidemment le système serré de rivière, le voici, cette nouvelle frontière, cette nouvelle barrière de fer, pour reprendre l'expression de la grosse spécialiste de fortification qui a été Philippe Trautmann, pour faire face à la perte, puisque la France avait perdu Metz, Strasbourg, qui étaient des places fortifiées anciennes, où disposait la France face à l'espace allemand. Comme on a recomposé ces places fortifiées, Verdun devient une place fortifiée majeure, une des plus importantes face à l'Allemagne. Et puis suite à la guerre de 14-18, la France récupère l'Alsace et la Moselle. Et la France fait le choix, parce que ce n'était pas forcément automatique, mais comme l'a précisé François Cochet tout à l'heure, face au déficit démographique, face aux dévastations connues et face au traumatisme suscité par la Première Guerre mondiale, on choisit de fortifier à nouveau, ce qui sera le système fortifié serré de rivière, le plus moderne du monde à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il faut s'en rendre compte. Au moment de l'émergence de la fortification dite Maginot, sur l'importance du sentiment pacifiste en France. C'est-à-dire qu'il y a un déficit des naissances, c'est très réel, c'est mesuré dès 1925, en fait, ce manque à naître, en quelque sorte, mais il y a aussi, il faut s'en souvenir constamment, le fait que tous les anciens combattants, qu'ils soient de droite comme de gauche, sont pacifistes. Et que donc, on ne peut pas penser, et les militaires eux-mêmes se refusent à penser l'offensive, en quelque sorte. Alors qu'au sortir de la guerre, en 20 jusqu'à 2022, la pensée militaire française était encore l'offensive. Et cette notion d'offensive disparaît complètement à partir de 22-23 et a fortiori en 25. Donc si vous voulez, la ligne Maginot est là aussi pour rassurer l'opinion. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que les Français ont l'impression qu'on les met à l'abri d'une barrière. Or, aucune barrière n'est infranchissable. On le sait depuis la Grande Muraille de Chine. Et bien avec la puissance de feu qui va augmenter, la puissance des canons, et bien on constate à travers les époques que la fortification va s'abaisser au fur et à mesure et s'enterrer totalement. C'est le système fortifié qu'on a avec la ligne Maginot. Donc c'est assez intéressant de voir comment les profils, avec la puissance de feu qui s'est développée, comment la fortification, qui était haute, est devenue souterraine pour faire face aux formidables coups de boutoir des canons de l'adversaire. On est dans ce premier espace de la construction du système serré de rivière. Donc suite à la guerre de 1070, il a fallu repenser non seulement la fortification, mais l'ensemble de l'armée. La fortification est un élément de la politique défensive développée par la France après la guerre de 70. Et en 1872 a été créé un comité de défense chargé de penser la nouvelle fortification, qui sera confié au général Serré de Rivière, le voici, cet homme qui est peu connu finalement quand on pense au système fortifié. Qui est Serré de Rivière? Demandez ça au grand public, nous ne saurons pas qui c'est. On est vraiment dans la lignée des bâtisseurs de Vauban, jusqu'aux ingénieurs. On a envie d'imaginer, on ne connaît pas forcément aussi le nom de ceux qui ont bâti cette ligne, enfin, sauf le nom du concepteur, enfin celui qui a voté les crédits, Maginot. Donc cet homme va être chargé d'édifier un nouveau système fortifié. Le voici à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais c'est un système fortifié qui a évolué dans le temps, entre 1872-73 et 1914, dans la mesure où il y a eu des progrès énormes dans les sciences et techniques. Et notamment, il va y avoir un véritable tremblement de terre dans les techniques de combat et la puissance de feu des canons en 1885, avec la création des obus torpilles, ce qu'on appelle les obus torpilles, parce que ce sont des obus dans lesquels on va mettre de la mélinite. La mélinite est un nouvel explosif qui a été créé, qui était 3 fois plus puissant que la poudre noire qui était utilisée jusqu'alors. Ce qui fait que les forts serrés de rivière que vous voyez ici, qui étaient construits en pierre de taille, lorsqu'ils sont bâtis dans les années 1870-1880, c'était de la pierre, belle pierre. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion de l'expo que nous avons, c'est que c'est un patrimoine extraordinaire en fait. Quand on voit ces forts, ils sont abandonnés pour la plupart d'entre eux, et on est face à des édifices qui sont remarquables. On pourrait parler de navires échoués, de véritables cathédrales abandonnées sur certains ouvrages qui sont vraiment très impressionnants. Et voilà comment ils étaient faits dans un premier temps, en pierre de taille. Et bien tout ça est caduc du jour au lendemain, il faut s'en rendre compte avec cette crise de l'obus torpille, c'est ce qu'on a présenté ici.
On a fait des essais en fait d'artillerie avec ces obus. On voit très bien que les forts serrés de verre, les tests ont été faits à la Malmaison. La Malmaison, c'était des forts à côté de Laon, dans l'Aisne, pour préciser. Et on voit les effets. Du jour au lendemain, avec ces obus-là, la fortification est caduque. Problème majeur. Que faire de cette fortification qui, au milieu des années 1880, est complètement rendue caduque? Le système serré de rivière, ça représente quelques centaines d'ouvrages, en fait, quelques centaines de forts. Ça veut dire que tout à coup, la fortification devient très commune pour le soldat de l'époque. Donc, il y a vraiment une culture de la fortification qui va émerger à ce moment-là. Et en même temps, ces gens qui sont dans la fortification, ces soldats qui sont dans la fortification, sont de plus en plus des techniciens. On a vu qu'il y avait beaucoup d'évolutions techniques. Et donc, contrairement à ce qui se faisait par exemple pendant la guerre de 1870 ou avant, c'est plus le tout commun du soldat qui peut venir défendre les fortifications. Tout à coup, il faut que ce soit un soldat vraiment formé pour ça, qui soit un spécialiste. Les bétonnages. On va déjà déclasser un certain nombre de forts, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de sous pour mettre du béton sur tous les forts. On va moderniser uniquement les forts qui font face directement à l'Allemagne, et pas tous encore, puisque ça coûtait très cher. Alors la solution qu'on a grâce à ces documents que nous avons eus des SAG, Service historique de la défense, ça nous montre ici comment la technique est utilisée pour assurer mettre une couche de béton au-dessus des forts. Alors comment on a fait? On voit ici avec les schémas et les plans qui sont de part et d'autre. Voilà un fort serré de rivière avant la modernisation, les voûtes en pierre avec de la terre au-dessus. On va retirer la terre et on va couler par-dessus une couche de béton spécial, on appelle ça comme ça le béton spécial, c'est béton qui n'était pas armé, il n'y a pas d'armature dedans. Une couche qui est imposante, de l'ordre standard, on peut faire ce peu de 2,50 m d'épaisseur. Avec ça, avec cette carapace en béton, qui apparaît ici en fait sur les plans du fort de Vaux, modélisation en jaune, on est à l'abri des plus gros obus de l'époque, avant la guerre de 14. Entre les deux, c'est ce qui est présenté par ces vues en coupe que nous avons là, on retrouve ces modernisations, la pierre, on a là, le béton le voici, et entre les deux, on est amené à mettre un matelas de sable, simplement pour amortir les chocs, puisque si on mettait le béton profil sur la pierre, les ondes de choc se répercutaient et pourraient faire tomber les pierres. C'est le premier élément, les modernisations, les bétonnages. Deuxième élément, avec les progrès de l'artillerie, notamment cette artillerie qui était dotée d'obus torpilles, les canons qui étaient à l'air libre au-dessus des forts, parce qu'au départ, un fort, c'est vraiment la caserne qui est enterrée, puis les canons à l'air libre, les artilleurs étaient exposés au tir de la tertiaire. Donc, solution qu'on va trouver, on va mettre les canons sous cuirasse, dans des tourelles. Donc, on va développer des tourelles également. Ici, vous avez des tourelles de différents modèles, je ne rentre pas dans les détails. Mais celles qui sont photographiées ici, ce sont les plus modernes et qui joueront pleinement leur rôle pendant la Première Guerre mondiale. Donc, des tourelles pour environ 75 mm. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on lève la tourelle, on tire, on rabaisse pour se protéger, puisque la carapace que vous avez 30 cm d'acier nickelé au-dessus. Donc, ça vous met à l'abri quand même d'un certain nombre de projectiles. Et ces canons, ces tourelles, ce modèle-là, servira efficacement pendant la Première Guerre mondiale parce que tous les forts qui étaient dotés sur genre de tourelles qui ont été bombardés, aucune de ces tourelles n'a été détruite. Pour vous dire que c'était très efficace, c'est pour ça qu'on retrouvera des tourelles éclipsables, c'est comme ça qu'on dit qu'ils montent et qu'ils descendent, dans la ligne Maginot, puisqu'elles étaient efficaces. 1914. Bien 1914, les Allemands, dans le cadre de leur plan de bataille, ils savent qu'ils vont devoir traverser la Belgique pour essayer d'encercler l'armée française dans le bassin parisien. Donc ils savent qu'ils ont sur leur route, comme l'a dit François, les forts de Liège. Entre autres, il y a les forts de Liège, il y a Namur également plus en retrait, mais Liège en premier lieu. Donc pour aller vite, parce qu'ils doivent aller vite, pour le bassin parisien doit atteindre en 6 semaines, il faut casser le plus rapidement possible ces fortifications. Donc dans le plus grand secret, les Allemands ont mis au point des canons redoutables, inimaginables finalement lorsqu'on a fait les forts serrés de rivière et quand on les a modernisés dans les années 1880. Ces canons, notamment ces canons de 420 mm que vous avez là. Vous voyez la taille du canon lorsqu'on voit les hommes qui sont à côté. Ces canons, c'est qui vont être appelés la Grosse Bertha. Alors, je sais qu'il y a confusion dans Grosse Bertha parce que Paris a été bombardé par des canons pendant la Première Guerre mondiale. La presse appelait ça la Grosse Bertha, c'est pas la Grosse Bertha. La Grosse Bertha, c'est un autre canon. Ceux qui ont bombardé Paris, c'est les canons de Paris qui portaient à 130 km, qui étaient les 210 mm, je ne rentre pas dans les détails. La Grosse Bertha, vraiment le nom donné par les Allemands, c'est ce canon qui est fait pour casser les fortifications. Et en effet, ce canon-là envoie à une portée de 14 km des obus d'1 tonne. Et là, lorsque c'est une découverte pour les Alliés, à l'été 1914, et notamment les premières victimes vont être les forts de Liège, vous voyez les effets, même si c'est une photo qui est prise à Anvers ici. Le béton, les Belges avaient fait des fortifications en béton, mais le béton était moins dense que le béton français, était moins épais. Ce qui fait que ça a été terrible, il y a eu des dégâts énormes, et dans les forts belges, il y a eu beaucoup de morts pendant cet été 1914, parce que rien ne semblait pouvoir finalement encaisser ces terribles obus, notamment de 420 mm.
Et il y a une remarque qui est valable pour l'ensemble de cette expérience terrible de l'été 1914. Si à certains endroits le matériau tient, c'est-à-dire le béton peut tenir, ce qu'on voit dans les forts français, en dessous psychologiquement c'est insupportable. C'est ce dont on va parler juste en dessous, en parlant de la chute du fort le plus puissant de France, qui est le fort de Manonvillers, que personne ne connaît, sauf les férus de fortification et d'histoire, forcément. Je ne sais pas si ça vous parle, Manonvillers. C'est pourtant en Lorraine. Donc les Allemands ont attaqué à travers la Belgique, mais ils ont attaqué également certains forts serrés de rivière durant l'été 1914. Et donc Manonvillers, on est à Lunéville, en fait, donc on est à l'est de Nancy. Et c'était le fort le plus puissant de France, en termes de surface, de garnison et de tourelles. Voilà. Il avait 4 tourelles pour accueillir des canons de 155 mm, 160 hommes, vraiment un ouvrage bétonné, qui avait été modernisé en plus. Et bien ce fort-là, les Allemands savaient qu'il serait sur leur route parce qu'il avait un rôle stratégique, il couvrait la ligne de chemin de fer qui allait de Strasbourg à Paris. Et au service historique de la défense, on a des documents qui montrent que dès 1913, les Allemands font des manœuvres, sur plan, pour savoir comment ils vont casser ce fort-là. Et ils vont exactement déployer, pendant l'été 1914, le plan qui était prévu avant-guerre. Et ce fort va être pris à partie, entre autres, par les 420 mm dont je vous ai parlé. Et pour résumer, comme on a présenté ça, alors c'est un échange avec Anne sur le procédé muséographique et scénographique, finalement, de créer un dialogue en fait entre les Français qui reçoivent les obus et les Allemands qui tirent dessus. Donc ce fort, vous voyez tout ce qu'il a pris, il va tenir 2 jours. Vous voyez, pour le fort le plus puissant de France, bombardement de 2 jours, et il se rend. Avec très peu de morts. C'est ça qui va être surprenant, c'est que finalement, il n'y a eu que 3 tués dans le fort de Manonvillers sur une garnison de 760 hommes. Les Allemands diront en plus, ils appuieront le trait en disant regardez, c'était des lâches et tout ça. Oui, certes, le bâtiment est bien endommagé. On voit la photographie aérienne là, on voit, il y avait certains locaux qui étaient en pierre de taille. Vous voyez ce que ça fait sur la pierre de taille, c'est complètement pulvérisé. Et même les bétons, vous voyez, comme il est fissuré, le béton permet d'encaisser. Mais en dessous, pour les hommes, c'est insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable? C'est les ondes de choc, les vibrations. Qu'est-ce qui est insupportable? Ce sont les poussières de béton qui sont libérées en dessous, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à respirer. Ce qui est insupportable également, c'est l'intoxication qui commence à guetter les garnisons. Pourquoi? Le système serré de rivière, il n'y a pas de protection en tant que telle contre les gaz. Alors, je ne parle même pas de gaz de combat. Là, il s'agit de gaz de combustion. Vous connaissez tous le monoxyde de carbone. Voilà. Eh bien, un obus, pour donner une idée, quand un obus de 420 mm explose, il libère 106 m3 de monoxyde de carbone. Un simple obus de 210 mm, parce que je ne vais pas voir, les maquettes derrière nous montrent à la même échelle la taille des différents canons qui ont été utilisés. J'aurais dû le présenter qui est juste derrière, mais un simple obus de 210 mm libère 17 m3 de monoxyde de carbone. Or, on n'a pas prévu ces problèmes d'asphyxie à l'intérieur. Donc il n'y a eu que 3 morts, mais à l'intérieur de la garnison, on commençait à avoir une multiplication du nombre d'asphyxiés. On a vu jusqu'à 150 hommes asphyxiés qui commençaient à tourner de l'œil, et on n'avait pas de dispositif de ventilation, d'aération de ces hommes-là. On sait que le médecin était obligé d'utiliser les bouteilles d'oxygène qui étaient utilisées pour l'éclairage des fossés pour aérer, oxygéner un certain nombre d'hommes. Donc le bâtiment, bien qu'endommagé, était là. Par contre, les hommes en dessous ne tiennent pas. Et donc le fort se rend le 27 août 1914. C'est un coup de tonnerre, on va dire, puisque c'est le fort le plus puissant de France. Il est tombé en 48 heures. Alors à quoi donc a servi cette fortification serrée de rivière qui a coûté autant d'argent pour finalement 2 jours de combat, le plus puissant fort de France se rend. Et donc ce qui est intéressant dans l'expo, on a mis le dialogue, des extraits, entre le major Zolf, qui est un officier allemand qui commande ces canons de 420 mm qui vont bombarder, il y en a 2 qui ont bombardé le fort de Manonvillers, et le commandant Rocoll, qui était le commandant du fort, d'après les souvenirs qu'il a retransmis à son fils, et on a ce dialogue entre les 2 hommes. Et c'est assez intéressant, quand on dit l'allemand qui dit boum, ils sont super contents les Allemands, ils testent pour la première fois et pour de vrai ces canons-là, dans ce mois d'août 1914. Et en dessous, c'est épouvantable. On a des lectures de témoignages de combattants, français et allemands, qui ont combattu dans les forts pour leur défense ou leur capture. On a des témoignages concernant la prise du fort de Beaumont par les Allemands. On a des témoignages du fort de Moulainville, je vais en parler tout de suite après, qui est le fort le plus bombardé par les gros canons allemands de toute la guerre. Et on a le fort de Vaux. Et on termine par l'épopée. C'est ce dont on va parler après. Après, je laisserai peut-être parler aussi François sur ce sujet-là, enfin, un tour de rôle. C'est qu'on a voulu mettre dans cet enregistrement qui a été fait par l'Université de Lorraine, en collaboration avec le service audiovisuel de l'Université de Lorraine, présenter les témoignages authentiques d'époque et puis l'épopée. Puisque le siège du fort de Vaux, c'est quelque chose qui a été mythifié, et ce déjà pendant la bataille même. Et là, le mythe est incarné par ce qu'on entend là, c'est la voix du commandant Raynal qu'on entend ici, qui a fait un disque dans les années 30 et qui a enregistré, c'est grandiloquent évidemment, c'est pompeux,
avec les images de reconstitution que nous avons mis dessus, puisqu'il s'agit d'images tirées du film Léon Verdun, Vision d'histoire de Léon Poirier de 1928, et ce sont les images là quand on va visiter le fort de Vaux, c'est-à-dire on a ces images, on se dit ça s'est passé comme ça, or c'est la réalité qui est différente, la fiction qui est différente de la réalité, pourtant on a ces images là. Donc on a deux temps encore une fois dans cet enregistrement. Premier temps, des témoignages illustrés avec des photos d'époque, et puis on termine par finalement le mythe, l'épopée, avec la voix du commandant Raynal. Alors déjà, quand la bataille de Verdun commence, les forts sont désarmés. Ils sont désarmés depuis l'été 1915, parce qu'on a besoin des hommes, on a surtout des canons, des munitions, pour l'armée en campagne. En effet, on a les Français préparaient l'offensive de Champagne de septembre 1915, ils avaient besoin de canons, ces canons ils ont pris dans les places fortifiées. Donc c'est une place en fait vide que les Allemands vont attaquer, tout du moins les forts n'ont plus leur canon. Les Allemands, on ne sait pas, c'est un vrai débat à l'heure actuelle, parce que les Allemands le savaient au moment où ils attaquent Verdun, les historiens ne sont pas d'accord. Manque d'archives, hein. Certains disent que les Allemands étaient parfaitement au courant, d'autres disent qu'ils n'étaient pas au courant. Je laisse le débat est tout. Quoi qu'il en soit, encore une fois, on a cette période où, avec le désarmement, cet état d'esprit de déclassement qu'on connaît dans les forts, on a encore ces dessins de Georges Delot qui sont ici, hein, qui sont remarquables en termes de documents iconographiques. C'est vraiment un trésor, ces dessins que nous avons là. Ça nous montre cette guerre, voilà, dans les forts de Verdun, dans la bataille, où voilà, on voit très bien que ce n'est pas des commandos, on voit très bien que l'état d'esprit ils attendent, il ne se passe pas grand-chose. Et que c'est sur cette place désarmée que va s'abattre l'attaque allemande du 21 février 1916. Alors, comme François Cochet l'a précisé tout à l'heure, le fort de Douaumont, un des forts les plus importants qu'on ait à la place fortifiée de Verdun, c'est le fort de Douaumont. Hein, c'est vraiment celui qui occupe la position au nord-est. Hein, c'est la pierre angulaire, on utilise cette expression-là pour faire face à l'Allemagne en cas d'invasion de la place, donc en cas d'invasion de la place de la part de l'armée allemande. Et puis ce fort qui était puissant, mais encore une fois désarmé, qui n'était pas occupé quand les Allemands ont attaqué, il n'y avait qu'une troupe d'entretien à l'intérieur, il n'y avait pas d'effectifs combattants. C'était une cinquantaine d'hommes qui étaient simplement en charge de l'entretien du fort. Et bien les Allemands qui ont commencé leur attaque depuis 4 jours vont attaquer ce fort de Douaumont et vont le prendre, sans combat. Sans combat. Et ça c'est un vrai électrochoc, là on est dans le fond de la décriminalisation de la fortification, parce qu'on se dit, le fort le plus important de Verdun est tombé, en plus il tombe, mais il est tombé sans combat. Et donc, ça va être un regret lancinant entretenu par l'état-major français sur le front de Verdun de vouloir reprendre ce fort de Verdun, puisqu'on va le voir tout à l'heure, ce fort de Douaumont, on va le voir tout à l'heure, on a le point le plus haut du champ de bataille en fait. C'est un formidable observatoire dont disposent les Allemands désormais. Ils vont utiliser ce fort comme une caserne, ils vont l'utiliser comme un point de passage obligatoire, enfin beaucoup de troupes qui passent dans le secteur, et donc ce fort est tombé. Catastrophe, l'état-major français va décider, pour que ça n'arrive pas à d'autres forts, dans la précipitation de redonner des garnisons aux différents forts. Pour faire en sorte que les forts, privés de leur artillerie, on va faire en sorte de ramener les canons, mais ça va être beaucoup d'endroits impossibles. L'idée c'est de faire en sorte que les forts jouent un rôle de point d'ancrage de la défense sur le champ de bataille de Verdun. Donc les forts vont constituer des points de défense, des points de passage, vont être des éléments structurants de ce champ de bataille de Verdun. Les Français ne voulont pas reconnaître la perte sans combat qu'ils ont connue au fort de Douaumont. Du côté mythification, nous avons parlé de la mythification de Raynal au fort de Vaux, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a mythification aussi du côté allemand à propos de Douaumont, parce que la presse allemande présente la prise de Douaumont comme s'étant effectuée à la suite de vastes combats qui n'ont jamais eu lieu. Donc il y a aussi en Allemagne glorification et mythification à propos de Douaumont. Voilà, illustré par ce qu'on a là. Les Allemands présentent des combats qui n'ont jamais eu lieu. Ils présentent l'attaque du fort de Douaumont, des destructions énormes, alors qu'en fait, le fort est tombé sans combat. L'orage de Froidterre, le 23 juin 1916, on va avoir une garnison qui va jouer un rôle fondamental pour arrêter la plus formidable attaque allemande qu'on ait sur Verdun le 23 juin 1916. C'est pas compliqué, le 23 juin 1916, c'est le jour où les Allemands ont failli gagner la bataille des Marnes. À l'arrière, pour dire qu'on était convaincus du côté français qu'ils allaient réussir à prendre la ville, on était en train d'évacuer la ville la journée, pour vous dire. Et pourtant, sur différentes parties du front d'attaque déployé par les Allemands, sur une de ces parties, il y a l'ouvrage de Froidterre, et bien la garnison de l'ouvrage de Froidterre va jouer un rôle déterminant pour arrêter, casser net cette attaque allemande. Et ce qui va permettre de reprendre le fort de Douaumont le 24 octobre 1916, c'est la puissance de feu. Pour la première fois, à l'automne 1916, les Français disposent de canons qui leur permettent de perforer la dalle en béton qui fait 2,50 m d'épaisseur. Les Allemands ont ça depuis le début de la guerre.
je l'ai présenté depuis les 420 mm. Les Français vont amener ces deux canons, et là, Alsace et Lorraine, tout un symbole, hein, c'était les canons de la revanche, hein, on les avait baptisés comme les provinces perdues. Et bien ces canons-là, avec leurs obus de 400 mm, vont pouvoir perforer la dalle en béton, donc de 2,50 m, et ça va participer grandement à sa capture par les Français. Hein, cette exposition, elle devait sortir en 2020, initialement, et il s'agissait d'accompagner aussi les 80e anniversaire de la bataille de France, et donc la réédition de l'ouvrage de la ligne Maginot. Le Covid, ça a été décalé d'une année, et on voulait accompagner également ce calendrier mémorial. La ligne Maginot, comme François a dit tout à l'heure, bien, le choix est pays exsangue, pays pacifique. On va faire le choix de fortifier bien, les nouvelles frontières et en récupérer la Moselle. Cette ligne aurait pu s'appeler Pinlevé, puisque c'est le ministre de la guerre Pinlevé qui a fait tous les plans d'études, tout ça, mais finalement il est remplacé par Maginot, qui est beaucoup plus populaire, un député qui avait été blessé pendant la Première Guerre mondiale, député de la Meuse, ministre de la guerre, ministre des pensions, qui fait voter les crédits, et la ligne fortifiée va prendre son nom. Voilà. Donc, on va faire cette ligne Maginot, on va la concevoir en fonction de l'expérience acquise à Verdun, et notamment avec ces travaux qui ont été de creusement souterrain qui ont été faits à Verdun, ces travaux de 17. On va reprendre également ce qu'ont fait les Allemands autour de Metz, Thionville et Strasbourg, ici, ce qu'on appelle les groupes fortifiés allemands, les Festen ou Panzergruppe qui ont été créés. Donc, vous voyez, la ligne Maginot, elle est née, elle n'est pas ex nihilo, elle est née d'une expérience, d'une récupération d'expérience, et qui va créer ce système un des plus modernes du monde. Donc on voit tous les travaux, c'est des travaux énormes hein, qui ont été faits. Il faut dire qu'elle n'est pas terminée, la ligne Maginot. Elle devait être plus étendue, mais du fait de crédit militaire, la crise économique des années 30 est présente. Les changements diplomatiques entre la Belgique qui a basculé dans la neutralité complète en 1936 ont fait qu'elle n'est pas finie en 1940. Il faut le savoir, ça aussi. C'est un système qui est incomplet. Qu'est-ce qui se passe? Cette ligne Maginot, elle ne se veut pas un mur infranchissable, hein. Elle se veut simplement un outil défensif, dissuasif, c'est pour ça qu'on va terminer sur l'arme nucléaire, qui amène les Allemands à ne pas attaquer là où la fortification est la plus puissante. C'est-à-dire que Maginot, elle est faite pour amener les Allemands en Belgique, essentiellement. Hein. Et le 10 mai au matin, 1940, au matin, Gamelin, quand il apprend l'attaque sur les Pays-Bas et la Belgique, avant l'attaque sur Sedan le 12 mai, il dit, ben voilà, j'ai gagné. J'ai gagné parce que les Allemands attaquent là où je voulais qu'ils attaquent. Hein. Et donc, le vrai problème de la ligne Maginot, c'est qu'elle a été employée en fait à contre-emploi. C'est-à-dire qu'elle devait dissuader les Allemands d'attaquer ici, mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le haut commandement militaire français a commis une erreur, c'est d'y masser trop de troupes derrière. Vous imaginez, on fait un peu d'Uchronie, hein, si vous voulez, c'est à la mode, si les deux armées qui ont été massées là, jusque trop tardivement en mai 40, si elles avaient été placées, non pas derrière la ligne Maginot, mais à hauteur de Chalon-sur-Marne, la campagne de mai-juin 40 était radicalement changée et les Allemands n'étaient pas sûrs de gagner. De toute façon, dès le départ, ils n'étaient pas sûrs de gagner. Hein. Ils prennent un risque absolument colossal en attaquant massivement Sedan. Hein. Je vous rappelle que le haut commandement allemand est opposé jusqu'au mois de février-mars 1940, est opposé à cette option Guderian. Hein. Bon, voilà, donc c'est aussi pour vous dire que l'historien, il est là pour remettre en question un certain nombre d'images d'Épinal. Vous voyez, cette ligne Maginot qui a été très coûteuse et qui n'a servi à rien, ben non, elle a servi à quelque chose, je dirais même au-delà de toutes espérances, puisque elle était prévue pour amener les Allemands en Belgique, et Dieu sait qu'on les a amenés en Belgique. Hein. Donc, vous voyez, c'est aussi pour en finir avec des images d'Épinal, l'historien devant être le poil à gratter de la mémoire. Hein, si vous... Donc mai-juin 1940, bataille de France. Ben, vous le savez peut-être pas, vous savez, mais parmi les dernières troupes à s'être rendues, il y a des ouvrages de la ligne Maginot. Ce sont les derniers, ils n'ont pas voulu se rendre aux Allemands, ils se sont rendus que quand Pétain, le gouvernement, avant que ce soit l'État français, puisqu'on avant le 6 juillet, envoie une délégation pour demander à ce que les commandants rendent leurs ouvrages. Voilà. Donc la ligne Maginot, elle va être sur certains points attaquée. Là où elle est le plus faible, où il n'y a plus de troupes à droite, à gauche, enfin, sur les intervalles, les ouvrages vont tomber. Avec un exemple traumatisant ensuite de Villy-la-Ferté, si vous connaissez, c'est dans les Ardennes, on confond entre la Meuse et les Ardennes, où toute la garnison va mourir asphyxiée à l'intérieur. Voilà. Un cas unique et traumatisant de l'histoire de Maginot. Ils voulaient évacuer le fort, en fait, le système de ventilation avait été détruit. Ils ont téléphoné à l'arrière pour demander au général est-ce qu'on peut évacuer l'ouvrage, tous les organes de défense sont détruits. On leur a répondu est-ce que l'équipage d'un sous-marin évacue son navire? Et ils sont morts comme ça, asphyxiés. Terrible. Les Français, donc la bataille de France,
les Allemands passent à côté de la ligne Maginot, enfin, le plan de bataille français n'est pas bon. La ligne, elle joue son rôle. Là où les ouvrages sont, les gros ouvrages sont là, ils jouent pleinement leur rôle. Aucun gros ouvrage de Maginot ne sera pris par les Allemands. Et comme j'ai dit tout à l'heure, suite à l'armistice, les derniers troupes qui se rendent se retrouvent à la ligne Maginot, 22 000 hommes qui se rendent. Alors de toutes les tensions passées, de tous ces systèmes fortifiés qui ont été bâtis au fur et à mesure, il reste un patrimoine qui est énorme. Et ça fait partie vraiment du patrimoine ici, la région Grand Est, pas ici Cormeuse, puisque les fortifications, c'est Rivière et Maginot, il n'y a pas eu Cormeuse, bien évidemment. Et c'est un élément de patrimoine très fort, qui nous rappelle en fait ce qui nous a séparés, ce qui nous a divisés avec nos États, avec l'État moderne, notamment avec l'Allemagne. Et maintenant qu'on est dans un espace apaisé, qu'il n'y a plus de frontières en tant que tel, vraiment, eh bien ces éléments de vestiges sont là en tant d'avertissement de l'histoire sur lequel on doit se repencher, se rappeler voilà, que la paix à l'heure actuelle, c'est que justice construit avec nos voisins. On a un patrimoine très fort qui nous a rappelé à quel point voilà, on se méfiait les uns les autres et à quel point on s'est fait la guerre, on s'est fait mal, il suffit de voir les dévastations qu'on a tout autour. À l'heure actuelle, c'est un élément de patrimoine remarquable parce que rares sont les régions finalement du monde où vous avez une telle stratification de systèmes fortifiés, les uns à côté des autres, voire les uns sur les autres. Donc c'est assez intéressant, c'est ce patrimoine riche et diversifié qu'on invite les visiteurs à découvrir en fait, à l'issue de cette visite de l'exposition, d'aller se projeter évidemment sur les différents forts du champ de bataille Verdun. On a le fort de Beaumont là-bas avec les drapeaux sur une horizon, un drapeau français, allemand et européen, et d'aller voir au-delà des forts de Verdun ces forts et ces ouvrages qui existent eh bien, dans la région de Grand Est. Voilà, parce qu'il y a c'est une histoire de matériel, c'est une histoire d'homme. On a une fresque qui a été photographiée, elle est plus grande que l'original, dans un des forts de la ligne Maginot, voilà. On voit Daniel Dervaux qui s'est représenté lui-même, ici, en fait, donc pendant la drôle de guerre, et qui représente une scène humoristique, la prise d'assaut de l'infirmerie, voilà. Parce qu'il s'ennuyait beaucoup, forcément, imaginez aussi. Et il y a beaucoup de traces laissées par les hommes, autant de témoignages qui rappellent cette expérience si particulière de l'homme dans la fortification, en temps de paix comme en temps de guerre.